Macias, bonsoir. Bonsoir Daniel. Très heureux d'être avec vous ce soir. Alors bientôt 50 ans de carrière. Oui. Et cet album, c'est le premier que vous faites depuis la mort de Suzy. Et moi j'ai l'impression qu'elle vous accompagne tout au long de cet album. C'est vrai, c'est la vérité. Je l'ai senti le jour où je suis rentré dans le studio pour réaliser le disque, pour l'enregistrer. Suzy, c'est votre femme, c'est votre amour, j'ose même pas le dire. Parce que je voulais rien faire quand elle est partie. Je voulais rien faire. C'est mon fils qui m'a tout organisé, avec Sokold, avec son équipe, avec Jean-Pierre, avec tout le monde. Et puis, quand je suis rentré dans le studio, j'ai senti quelque chose qui me poussait. J'ai senti un désir qui m'avait complètement, abandonné pendant les 2 ans après sa disparition. Et là, j'ai senti qu'elle était là, quoi. Alors vous l'emmenez par la main, on a l'impression que ce voyage d'une mélodie, c'est vous l'emmenez dans tous ces endroits qui ont fait Enrico et qui ont fait la mélodie d'Enrico. C'est-à-dire que ce soit l'Andalousie, soit l'Espagne, vous êtes un juif séfarade, vous avez vos racines musicales là-bas, mais il y a un voyage de plus, c'est celui vers l'Est. Oui. Ça c'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau, mais c'est après tout, c'est normal. C'est normal parce que ce sont des racines qui paraissent étrangères, mais elles nous sont familières. Elles nous sont familières dans notre histoire, parce que quand on a été dispersé dans le monde entier, on s'est inspiré de la culture des pays dans lesquels on vivait, et aussi on a inspiré les cultures des pays avec notre propre culture, qu'on a gardée. Et j'ai voulu explorer dans tout l'univers, j'ai voulu explorer ces racines-là et ces musiques pour nous unir et envoyer en même temps un message de fraternité à tous les autres pour donner un exemple à l'humanité entière que par la musique, par la culture, on peut très très bien s'aimer. Alors ces coups de cœur, il faut parler aussi de votre fils, parce que votre fils il est déterminant. Vous l'avez dit, dans l'envie de faire cet album, et surtout, il avait le sentiment que son père s'était un petit peu fourvoyé ou était parti dans des directions qui n'étaient pas du vrai Enrico. C'est un peu ça quand même. Oui. C'est beaucoup ça. Ouais. C'est-à-dire que j'avais perdu un peu mes repères. Ouais. J'ai été voyager dans le monde entier, je savais plus quoi faire. J'avais toujours l'inspiration, j'ai toujours eu le goût de la musique, mais je savais pas quoi dire à un moment donné. Je savais plus quoi dire, je savais plus. J'étais un peu épuisé. Et mon fils m'a remis sur les rails et voilà. Alors on va écouter un extrait, ça se passe, on va voir l'ambiance en studio et après on détaillera un petit peu les 3 extraits de ce petit passage en studio, Enrico Macias. Tous les espoirs qui nous ont tant attendus s'ouvriront devant notre fuite éperdue. Tous les espoirs qui nous ont tant attendus s'ouvriront devant notre fuite éperdue. J'entends une voix à la ronde. Tu n'es pas seul au monde. Alors dans cet extrait, on vous entend, et c'est le propre aussi de cet album, chanter en plusieurs langues. Alors vous avez chanté en combien de langues? Alors dans cet extrait, il y a Ne dis pas, il y a Snitra, où vous chantez en duo avec Idir. Alors, je voudrais parler de Ne dis pas, parce que Ne dis pas, c'est une chanson qui vient carrément du folklore yiddish, parce que dans toutes les chansons yiddish que j'ai choisies sont des chansons festives. Et la seule chanson où je fais mon devoir de mémoire, c'est cette chanson Ne dis pas, qui, normalement, j'aurais dû la chanter en yiddish, mais j'ai tenu à la faire en français. Elle a été traduite par Claude Suffriden, parce qu'elle raconte l'histoire de gens qui étaient internés dans le ghetto de Vilnius. Et dans ce ghetto de Vilnius, il y avait un jeune auteur-compositeur qui s'appelait Hirsch Glick. Et pendant tout ce qu'ils ont enduré, tout ce qu'ils ont souffert, ils ont chanté cette chanson qui est pleine d'espérance. Et ne dis pas que c'est là ton dernier chemin. Chaque jour refleurit dans son lendemain. Et tout le monde a péri après. Et même le compositeur, il n'est resté comme survivant que cette chanson. Et j'ai tenu à faire mon devoir de mémoire et faire revivre cette chanson
à la mémoire des victimes de Vilnius et des victimes de la Shoah. Alors, sur scène, parce que vous allez faire une longue tournée dans toute la France jusqu'en décembre. Bon, après l'Olympia, on va vous voir un petit peu partout en France. Est-ce que vous allez avoir la même densité musicale? Est-ce que tous ces musiciens vont être sur scène? Absolument, absolument. Et je vous annonce pas un scoop, mais après le grand succès de l'Olympia, ça a été trop court. On a refusé trop de monde. On a fait 5 dates. Et là, je suis retourné voir l'Olympia, M. Delbar, Arnaud, et je lui ai dit, il me faut absolument une date pour l'Olympia pour fêter mes 50 ans de carrière. Il me dit, mais c'est complet, je n'y arrive pas. Et finalement, il m'a dégoté. Ah oui? Il m'a dégoté une semaine, du 6 au 13 septembre 2012. C'est pour mes 50 ans de carrière et en même temps la prolongation de cette fête. Wow. Bravo. Même de la tête, je suis d'accord. Voilà, coup de boule. Voilà. Alors, ce Punch and Ball, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet qui, pendant la semaine ou ces derniers temps, là où agacé, ou sur lequel il voudrait s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez choisi, Enrico? Qu'est-ce qui vous a agacé cette semaine? La dissimulation, là, par exemple. Oui, la loi sur la dissimulation. La loi sur la dissimulation. Qui est en fait une loi contre la burqa. Contre la burqa, oui. Ben, c'est bien parce que d'un côté, c'est une atteinte à la laïcité. C'est comme le port de la kippa. On ne va pas porter la kippa en dehors de la synagogue. Normalement. Par contre, les laïcs, lorsqu'ils rentrent dans une synagogue ou dans une mosquée, ils doivent respecter les gens, les croyants. Et les croyants doivent respecter les laïcs. Vous ne portez jamais la kippa en dehors de la synagogue? Non, non. Alors qu'est-ce qui vous gêne dans cette loi? Bon, au-delà de l'atteinte à la laïcité, est-ce que vous comprenez que des gens, par exemple, soient choqués de voir des femmes revêtues d'un voile intégral? Mais oui, c'est pas possible quand même de pouvoir communiquer avec des gens qui sont complètement cachés comme ça. C'est pas en rapport avec la société dans laquelle on vit. On voit pas tout le monde faire ça, quoi. C'est pas possible. C'est un petit peu se démarquer, se marginaliser par rapport aux autres composantes de la société. Vous qui êtes un homme, vous l'avez dit, de fraternité et d'union, vous n'avez pas le sentiment parfois que ces lois-là font le contraire de votre démarche et opposent les communautés entre elles? C'est vrai que c'est une sorte d'atteinte à la liberté religieuse de certaines personnes, mais il faut que les religieux comprennent que c'est une atteinte aussi à la laïcité. Donc, c'est quand même un débat difficile à faire, mais il est nécessaire. Il est absolument nécessaire parce que je trouve qu'il y a un certain respect. On vit dans un pays, on n'est pas... même dans les pays arabes, ils ne portent pas le voile intégral. Voilà. Alors, ce coup de sifflet, c'est généralement le coup de sifflet de la police des spectacles. C'est-à-dire qu'on déterre un article pas forcément très élogieux sur notre invité. On a eu du mal à en trouver. C'est Eliane Azoulay, c'est dans le Télérama du 15 mars 2000. Chèque Enrico, privé de micro. C'est quelqu'un qui a voulu faire une rime déjà pour commencer. Pas mal. Annoncée en grande pompe, la tournée algérienne d'Enrico Macias en Algérie n'aura donc pas lieu. L'opposition des franges les plus conservatrices du FLN et des milieux islamistes aura eu raison des velléités de réconciliation avec une communauté juive algérienne désormais en exil. Même annulé, l'événement aura eu le mérite de relancer un débat passablement bloqué autour des relations entre l'Algérie et Israël. Le principal argument de ceux qui s'opposaient au retour d'Enrico Macias était d'ailleurs qu'il annonçait un rapprochement avec l'État hébreu. Les jeunes Algériens n'ont pas eu l'occasion de côtoyer les Juifs et ne les voient en général que sous les traits de l'occupant israélien fustigé à longueur de bulletins d'information. Enfin, alors qu'au Moyen-Orient, les clivages se font désormais davantage entre partisans et adversaires de la paix qu'entre Palestiniens et Israéliens, en espèce que les obstacles unis au retour d'Enrico Macias en Algérie ne sont qu'un combat d'arrière-garde, Inch'Allah. Voilà, donc ça fait référence donc à ce concert impossible, ce concert que vous rêviez d'organiser et d'assurer et qui n'a pas eu lieu. Où on en est, comment d'abord vous l'avez ressenti et où on en est aujourd'hui par rapport à ce concert? Je ne perds pas l'espoir. Ouais.
je perds pas l'espoir de retourner en Algérie et de faire ce grand concert où je pourrais chanter, comme je l'ai fait d'ailleurs dernièrement à l'Olympia, je pourrais chanter en berbère, en kabyle, je pourrais chanter en arabe, je pourrais chanter en hébreu, ou je pourrais chanter en ladino. Tout ce que vous faites dans ce... Exactement, en espagnol. Chanter, alors, ceux qui veulent le plus en Algérie, je sais, ce sont mes premières chansons. Oui. Celles justement qui parlent de l'exil. Oui. Et alors, ça serait... J'ai quitté mon pays. Ouais, j'ai quitté... Oui, je vais la chanter là-bas. Ouais. Alors que si je retourne, elle n'a plus de sens. Oui, bien sûr. Eh bien, elle aura quand même un sens. Parce qu'elle fait partie de l'histoire de l'Algérie et de moi. Est-ce qu'on écoute Enrico là-bas en Algérie, moi? Comment si on écoute à chaque coin de rue, chaque centimètre, partout, on écoute, partout. Je suis présent là-bas. Même si j'y vais pas personnellement, je sais que je suis là-bas. Bon, alors je filme. Voilà, cette caméra, c'est l'occasion pour notre invité Bon, de nous alors emmener dans un je petit moment. filme d'ailleurs mon ami Daniel, Ah ouais. pour garder un bon souvenir. Comme ça, maintenant je Santé. vais me retourner vers le gentil public. Ce couple merveilleux, là, je les vois très bien. Voilà. Je sens qu'ils s'aiment beaucoup. Hein. Ou bien vous venez de vous connaître? Oui. Oui? Ah ben ça y est, vous allez vous aimer. Enrico, comment ça se matérialise, votre pensée pour Suzy, quand vous vous levez, quand la journée commence? Quand la journée commence, la première chose que je fais, c'est que je vais dans sa chambre et j'embrasse son oreille. Mais finalement, j'ai appris avec le temps à gérer tout ça parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi et que finalement, le monde d'ici et le monde de l'au-delà, ce n'est qu'un passage. Il y a une chanson dans laquelle vous lui parlez dans cet album. Oui, ouais. Je lui dis et la flamme de ceux et celles qui sont partis pour longtemps pourrait renaître, amis musiciens. Merci Enrico. Merci Enrico. Je voudrais vous faire ce cadeau. Chagall et la Bible, c'est au j'aime. musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a, j'aime cette image, j'ai pensé un peu à vous, Abraham pleurant Sarah. Voilà, je voulais Merci. vous offrir cette image. Merci pour cet hommage à Suzy. Merci.